Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des phénomènes aériens les plus fascinants et surtout non résolus de l'histoire de France. C'est l'observation de Voria. Une histoire qui, vous allez voir, défie toute explication logique. Et ça fait plus de 60 ans que ça dure. Alors, la question qui se pose, elle est simple en apparence, mais la réponse, elle est loin d'être évidente. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ce jour d'été, là, dans le ciel du Puy-de-Dôme? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour comprendre, il faut se remettre dans le contexte. Tout commence comme n'importe quelle journée, une journée tout à fait ordinaire. Mais c'est une journée qui va basculer complètement dans l'extraordinaire en l'espace de quelques minutes à peine. Alors, pour être bien précis, plantons le décor. On est le 29 août 1962. Il est 13h45, donc en plein milieu de l'après-midi. Et ça se passe où? Sur une petite route, près du hameau de Voria, vraiment au cœur de la France. Et qui sont les témoins? Eh bien, ce ne sont pas des personnages de romans, non, non. Ce sont des hommes tout à fait normaux. On a Jean Rouchon, qui est directeur d'entreprise, et son ami Marcel Chimène. Ils font quoi? Ils rentrent tout simplement au boulot après leur pause DGI. Et là, d'un coup, ils voient quelque chose. Quelque chose de vraiment difficile à décrire. La première chose qui apparaît, c'est une espèce de masse étrange. Les témoins la comparent à une meule de paille, mais traversée par des poutres sombres. Et le truc, c'est que ça vole bas, vraiment très très bas. Mais c'est là que ça devient vraiment étrange. C'est le silence. Un silence de mort. Pas un bruit de moteur, pas le moindre souffle d'air. Imaginez, même les feuilles des arbres restent complètement immobiles. C'est une présence, mais une présence totalement silencieuse et anormale dans le ciel. Et ce qui n'était qu'une observation, disons, bizarre, va se transformer en un spectacle qui dépasse complètement l'entendement. C'est là qu'on entre dans ce que les témoins ont appelé un véritable ballet aérien. Parce que voilà, l'objet n'est plus seul. D'un coup, 3 autres engins absolument identiques apparaissent de nulle part. On passe donc de 1 à 4 objets. Et là, évidemment, la scène change complètement de dimension. Et ce qu'ils font, c'est juste impossible. Les témoins décrivent des manœuvres qui, même aujourd'hui, défient l'imagination. On parle d'accélération fulgurante, de virages à angle droit, net, sans la moindre décélération, et d'arrêts, des arrêts sur place, instantanés. Ces trucs ne volent pas, c'est comme s'ils se jouaient littéralement des lois de la physique. Et pendant tout ce temps, le silence continue. Le seul son que rapporte Jean Rouchon, et je rappelle que c'est un pilote, donc les bruits d'avion, il connaît, c'est une sorte de léger sifflement, comme le vent dans les pins. Pas de moteur, pas de réacteur, rien. Juste le son de l'air qui glisse. Quand on met les deux en parallèle, c'est là qu'on voit le fossé. D'un côté, on a nos avions, nos aéronefs conventionnels, bruyants, soumis aux lois de l'aérodynamique. Et de l'autre, on a les objets de Voria, silencieux, défiant la gravité, avec une forme que personne ne peut expliquer. C'est vraiment deux mondes. Bien sûr, face à une histoire aussi incroyable, la première question qu'on se pose, c'est qui sont les témoins? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Alors, voyons ça de plus près. Le témoin clé dans cette affaire, c'est vraiment Jean Rouchon. Ce n'est pas juste un passant, c'est un pilote. Il a l'habitude de regarder le ciel, il sait reconnaître un avion. Son témoignage est déjà solide. Mais en plus, il est corroboré par son ami, Marcel Chimène, et, point très important, par un troisième témoin, un employé de la SNCF, qui a vu exactement la même chose. Et attention, il ne s'agit pas d'un flash de quelques secondes. Non, le phénomène a duré 10 minutes. 10 minutes en plein jour. C'est une éternité, largement le temps d'observer, de comprendre qu'on ne comprend rien et de remettre en question absolument tout ce qu'on croyait savoir. Forcément, avec une observation pareille et des témoins aussi crédibles, l'histoire ne pouvait pas rester une simple anecdote de village. L'affaire a très très vite attiré l'attention des autorités. Et ça ne traîne pas. Dès le lendemain, l'histoire est en première page de la presse locale. Le journal La Montagne titre « Un ballet fantastique dans le ciel du Voria ». L'observation devient publique, elle entre dans les archives, et c'est le début de l'enquête officielle. Et attention, on ne parle pas d'une petite enquête de gendarmerie locale, non. C'est le général Chassaing en personne qui s'y intéresse. On parle d'un ancien coordinateur de la défense de l'OTAN, un militaire de très haut rang qui se déplace lui-même pour interroger les témoins. Ça vous donne une idée du sérieux avec lequel l'affaire a été traitée. Et sa conclusion, elle est sans appel. Après avoir tout examiné, le général Chassaing est formel. Aucune machine connue, aucun engin de fabrication humaine ne pouvait effectuer de telles manœuvres, surtout en silence. L'événement est donc officiellement classé sans explication rationnelle.
Et voilà comment l'observation de Voria est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, l'un des plus grands mystères de l'ufologie en France. Un cas en béton qui résiste à toutes les tentatives d'explication depuis des décennies. Il y a une théorie intéressante qui est apparue plus tard, celle de l'ufologue Aimé Michel. En analysant plein d'observations, il s'est rendu compte que Voria se trouvait sur une ligne droite quasi parfaite qui reliait d'autres points d'observation inexpliqués. Il a appelé cette ligne Bayonne-Vichy. Alors, simple coïncidence, ou est-ce que c'est l'indice de quelque chose de bien plus vaste? La question reste ouverte. Mais au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Plus de 60 ans ont passé. Notre technologie a fait des bonds de géants. Et pourtant, le mystère de Voria reste complet. Personne, jamais, n'a pu fournir une explication rationnelle, conventionnelle, à ce qui a été vu ce jour-là. Alors voilà, on va se quitter là-dessus. Quand on met tout bout à bout, des témoins crédibles, dont un pilote, une observation qui dure 10 minutes en plein jour, une enquête officielle menée par un général qui conclut à l'inexplicable et des manœuvres qui défient nos lois de la physique, on est bien obligé de se poser la question, ce 29 août 1962, est-ce que le ciel d'Auvergne n'a pas révélé quelque chose qui n'était tout simplement pas de ce monde ?